Chers amis, bonjour et Shavua Tov. J'espère que vous allez bien. Alors, un certain nombre d'amis de France m'ont dit, mais il faut retarder. Maintenant, on a la possibilité de sortir. On n'a plus donc retardé, mais voilà, on a décidé de maintenir l'heure pour l'instant, même si je sais que certains sont encore dans leur voiture, c'est-à-dire que maintenant, ils profitent des embouteillages pour rentrer chez eux, ce qui est effectivement un retour au bonheur de la normalité. Merci beaucoup et bonsoir. Et au nom de l'Association des EI d'Israël, je suis très, très heureux de vous accueillir dans cette 16e ou 17e conférence de la série Kaléidoscope, qui est toujours un partenariat avec les EI de France et le groupe local des EI en Israël. Et vous le savez, le principe de cette série est de nous faire profiter au maximum du formidable potentiel que possèdent les EI. Mais ce soir, nous faisons une petite entorse à notre habitude, puisqu'il faut, comme on l'avait marqué dès le départ, il fallait être soit EI soi-même, soit lié aux EI, soit que le sujet soit lié aux éclaireurs israélites de France. Eh bien, ce soir, nous avons le plaisir, réellement le plaisir d'accueillir le rabbin Jaco Grunewald. Rassure-toi, Jaco, c'est la seule fois où je dirais rabbin peut-être, mais quand même c'est important de le dire. Alors, je crois que ce n'est pas trahir la vérité que de dire que ce qui t'associe aux EI, c'est plutôt ton épouse. Oui, Daniel a toujours été. Bon, moi, j'étais déjà appartenu au mouvement Yeshurun. Mais pourquoi j'ai indiqué que j'étais aumônier de la jeunesse à Strasbourg? C'est parce que, en tant qu'aumônier de la jeunesse, bien sûr, j'étais un rapport très, très étroit avec les différents mouvements de jeunesse. Et tu imagines bien que la place des ailiers était prépondérante. J'imagine bien, surtout connaissant effectivement le mouvement à Strasbourg et vu le nombre d'anciens que nous avons dans le cadre de l'association en Israël. Donc, je le sais tout à fait, mais nous ne sommes absolument pas racistes, c'est-à-dire que ce soit le Yeshurun ou le Bnei Akiva ou d'autres mouvements de jeunesse, l'important effectivement était d'avoir été membre, d'avoir participé aux activités de ces différents mouvements et surtout d'en être, je dirais, d'en avoir été un membre actif. Alors, Jaco Grunewald, on a l'habitude de dire en général, et quand on ne veut pas trop présenter quelqu'un de connu, de très très connu, mais je vais quand même, avec ta permission, te présenter. J'ai déjà dit que tu étais rabbin, que tu avais été le fondateur et le directeur d'un journal, d'un hebdomadaire qui s'appelle Tribune Juive, qui existe toujours, mais sous une forme un petit peu différente, puisqu'on peut continuer à le recevoir, mais aujourd'hui, on est plus dans le virtuel. Tu vis à Jérusalem depuis une quarantaine d'années, si je ne me trompe pas, et tu as écrit un certain nombre de livres. Tu es à la fois romancier, écrivain, et tu as écrit un certain nombre de livres dont la liste serait trop longue si on veut citer tous les livres, mais je crois que effectivement, tu as essayé d'avoir un dialogue avec le christianisme à travers un livre Shalom Jésus, lettre d'un rabbin d'aujourd'hui au rabbi de Nazareth. Tu as écrit un livre aussi en 2007 sur le bonheur de vivre à Jérusalem. C'était peut-être une réponse à André Neher, un autre Strasbourgeois célèbre qui avait écrit Le dur bonheur d'être juif. Alors peut-être que la réponse du dur bonheur, c'était de le trouver à Jérusalem. Une Haggadah, dans la même édition que le livre dont nous allons parler ce soir. Et comme je l'ai dit, des romans, dont des romans policiers. Et en cette journée où il y a des élections, on pouvait aujourd'hui se rendre dans les consulats de France à Jérusalem ou à Tel Aviv pour voter. Tu es conseiller honoraire de l'Assemblée des Français de l'étranger.
et, si je peux me permettre, officier de l'ordre des arts et des lettres. Voilà, j'ai essayé de ne pas tout dire, mais j'ai quand même tenu à le dire, ça me paraît important. Donc ce soir, nous allons parler d'un livre qui est sorti en 2020 aux éditions Tipalaor, mais surtout édité par Amazon, et on reviendra tout à l'heure sur cette question de Amazon, ce qui veut dire que ce livre peut être commandé en ligne directement chez Amazon, et pour ceux qui habitent à Tel Aviv ou à Jérusalem, ils peuvent soutenir les librairies françaises en allant soit à vice-versa à Jérusalem, soit à la librairie du foyer à Tel Aviv, où d'ailleurs il y a actuellement des prix promotionnels. Donc nous sommes là pour parler ce soir d'un livre, ton dernier livre, Israël sur sa terre, ce qu'en disent les Palestiniens. Alors avant de te poser la première question, je tiens à préciser que quand nous avons programmé cette soirée, c'était au mois de janvier-février, nous ne savions pas ce qui allait se passer il y a une quinzaine de jours, c'est-à-dire évidemment ce qui s'est passé entre le Hamas et Israël. On ne peut même pas dire le Hamas à Gaza, puisque le Hamas nous a envoyé des jolis petits missiles dans tout le pays. Donc c'était avant cette actualité-là, mais malheureusement, nous le savons, c'est une actualité permanente. Donc voilà, c'est la réalité, mais c'est important de comprendre que ton livre n'est pas écrit et que cette soirée n'est pas dans le cadre de cette actualité, même si on va y faire référence. Alors, je le précise, si vous avez des questions, des réactions, c'est pour le public, vous pouvez les noter dans le chat et à la fin, si on a du temps et si la situation le permet, on pourra aussi ouvrir les micros, mais en attendant, vos réactions, vos questions sont les bienvenues dans le cadre de l'espace de discussion qu'on appelle chat maintenant en français aussi. Donc, profitons-en. Jaco Grunwald, c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai lu ce livre. Et la question que je me suis posée, puisqu'il y a toujours plusieurs parties dans un livre, c'est à qui s'adresse ce livre en fin de compte? À qui il s'adresse? Bon, j'ai écrit ce livre, et je l'ai dit dès le début, et je ne change pas d'avis, j'ai écrit ce livre parce qu'il y a trop de gens déboussolés. Et je pense surtout aux adolescents, je pense aux étudiants qui connaissent mal les problèmes, qui en partie ne connaissent pas l'histoire, qui ne connaissent pas le passé. Et bon, je pouvais espérer également que ce livre serait lu par tous ceux qui attaquent Israël. Et j'ai voulu donner un certain nombre de réponses. Peut-être le livre est né le jour où j'ai entendu Madame Protobelli, qui était alors secrétaire, avait accumulé les portefeuilles et qu'en vérité, il ne s'occupait pas des affaires étrangères. Bon, c'est elle qui dirigeait le tout. Alors, le jour où elle est entrée en fonction, elle a réuni les ambassadeurs ici et puis elle leur a dit, écoutez, nous sommes ici sur notre terre, c'est qu'on dit Rachid. Rachid dit que cette terre nous a été donnée, un point c'est tout, et puis on ne va pas discuter là-dessus. Bon, je vous laisse deviner un peu quelles étaient les réactions des gens. Vous pouviez pas leur dire, voilà, le bon Dieu nous a donné cette terre, et puis pour le reste, on s'en fiche. C'est une qui n'est pas une approche bienvenue. Et effectivement, j'ai vu différentes réactions dans la presse en France. Eh ben, on a bien rigolé. Vous ne pouvez pas tenir ce langage-là. Alors, j'ai commencé justement ce livre en parlant d'une petite chèvre qui, un an avant l'État d'Israël, avait amené, ben vous connaissez l'histoire, donc je ne vais pas la prolonger, qui avait amené à la découverte des manuscrits de la mer Morte, qui a fait remonter le récit biblique à quelques siècles plus tôt, et que là, nous trouvons le cadastre d'Israël, c'est-à-dire que vous avez ici
tous les endroits, mais beaucoup d'endroits où les Béné Israël, où les Israélites ont habité. Et alors, lorsque j'entends qu'on nous dit, mais vous êtes des étrangers ici, c'est ce que les narratifs palestiniens, vous n'avez rien à voir, vous n'avez rien à voir avec ce pays, vous êtes venus en tant que colonialistes, vous êtes venus vous imposer ici alors que vous êtes en vérité des étrangers. Bon, je pense que c'était là un premier début de réponse. Effectivement, tu viens de prononcer un terme qui me paraît très très important, qui est d'ailleurs plus anglais que français, c'est cette notion de narratif. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand on se pose la question en anglais, narrative, tout le monde aujourd'hui, surtout quand on étudie un petit peu, mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai tapé le mot narratif sur Google, les premiers mots qui me sont sortis, c'est intéressant, c'est affabulation, anecdote, conte, contes et légendes, etc., etc. Et puis plus tard, évidemment, il y a marqué l'histoire. Mais c'est intéressant que dans le début de la liste, on parle d'affabulation et d'anecdote. Et donc, tu parles beaucoup dans ce livre du narratif palestinien et tu cites, alors il y a quelques vedettes dans ton livre. Tu aimes bien le Cheikh Raed, on va y revenir. Tu en parles à plusieurs reprises dans ce livre. Tu parles aussi beaucoup de Abbas et tu fais la différence entre, évidemment, Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, et Abbas Mansour, dont on parle beaucoup, surtout aujourd'hui, parce qu'à l'heure où nous parlons, il y a des tractations pour peut-être terminer et avoir un gouvernement. Et donc, voilà. Mais toujours est-il que dans ce narratif-là, tu suggères que les Palestiniens sont inconséquents. C'est-à-dire que ceux qui se réfèrent à l'islam, d'une part, oublient qu'il est marqué dans le Coran que c'est marqué en toutes lettres, les Juifs vont être de retour à Jérusalem. Et d'un Dans autre le pays. côté, Dans le pays. oui, dans le pays, pardon, Jérusalem en tant qu'entité du pays, oui, c'est exact. Et d'un autre côté, tu dis, oui, mais le problème, c'est que les Juifs qui sont revenus en 48 et les Juifs d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les Bnei Israël, avec les enfants d'Israël qui doivent revenir sur cette terre. Et on connaît la fameuse théorie, surtout en ce qui concerne les Ashkénazes, qu'ils viendraient des Khazars. Alors, comment on peut arriver à la fois à tenir ce double discours et prétendre, comme l'a fait Mahmoud Abbas, que les vrais Cananéens sont les Palestiniens, et donc c'est eux c'est eux les Bnei Israël quelque part. Oui. Alors, il y a deux aspects en ce qui concerne le narratif. Mais je voudrais d'abord dire un mot. C'est que l'apparition de Mansour Abbas, sans le nommer, je l'avais annoncé. J'avais dit qu'il va se produire, nous sommes dans une situation dans le pays où plus de 20% des Israéliens sont des Arabes israéliens. Et la moitié, d'après tous les sondages, de ces Arabes israéliens sont des citoyens israéliens qui sont fiers d'être israéliens et qui demandent à s'intégrer dans la société israélienne. Et nous étions quand même bloqués, restons bloqués d'ailleurs par la liste arabe unifiée qui, elle, est radicalement anti-sioniste, si vous voulez, à la rigueur, je dirais même anti-israélienne. Bon, mais il y a l'autre moitié. Et de cette autre moitié, eh bien, nous n'avons sans doute pas agi comme il le fallait, mais parce qu'on aurait pu les rapprocher davantage. Mais ces gens-là sont déjà intégrés à la société israélienne. Et les progrès qui ont été réalisés, ce sont des progrès qui sont très importants. Et pour faire un bond, mais je reviens en arrière tout de suite, j'ai imaginé dans ce livre que
c'est à partir des Arabes israéliens qui connaissent Israël, et malgré la crise qui s'est produite il y a 15 jours, et qui est une crise très importante, mais elle devra être analysée pour que véritablement nous puissions tenter de la comprendre, eh bien, c'est à partir de ces Arabes israéliens que nous pourrons sans doute, ou que devrions pouvoir faire comprendre ce qu'est israélien aux Palestiniens. Mais maintenant, je reviens au narratif. Le narratif a une responsabilité énorme dans le refus palestinien. Parce qu'il faut bien se rendre compte que ce refus est constant. Il y a un refus palestinien depuis 1937 avec la commission Peel, alors que qu'Israël n'existait pas, mais on parlait à ce moment-là du partage. Je n'ai pas besoin de vous parler de 1947-48, de la décision de l'ONU, les 3 noms de Khartoum, en 2000, Ehud Barak à Camp David, puis les paramètres Clinton, ceux des Ehud Olmert en 2008, sans parler des propositions Kerry en 2014 et le plan Trump dernier en date. Les Palestiniens ont tout refusé. Et ils ont refusé parce qu'ils avaient leur narratif. Dans ce narratif, nous n'existons pas, ou plutôt nous sommes des étrangers, nous sommes des descendants des Khazars. Alors à ce moment-là, pourquoi finalement négocier avec Israël? Puisque Israël, eh bien, ce sont des croisés. Et les croisés, disent les Palestiniens, eh bien, ils ont été chassés de Palestine. De la même manière, bon, c'est ça le narratif palestinien. Et alors à ce moment-là, ils se sont mis à inventer une origine cananéenne. Monsieur Mahmoud Abbas, devant l'Académie Adenauer de Berlin, nous avons la culture des Arabes, des Palestiniens, nous avons la culture des Palestiniens d'il y a 3000 ans. Bon, on divague à ce moment-là totalement, et la difficulté émerge, c'est un véritable iceberg contre lequel on se heurte, à savoir, et pourquoi voulez-vous que nous négocions alors que cette terre est à nous, que ce que vous racontez dans la Bible, eh bien la Bible, vous l'avez falsifiée. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les manuscrits de la mer Morte. Parce que les manuscrits de la mer Morte, c'est pas la Bible, ce sont des textes bibliques, mais qui remontent à 2000 ans. Là, on a la preuve absolue. Quelques centaines d'années avant l'apparition même de l'islam, etc. Donc voilà pourquoi le thème palestinien, le thème du narratif me paraît fondamental. Alors je ne l'ai pas utilisé dans le titre du livre exactement comme tu l'as dit, parce qu'on m'a dit non, en France on ne connaît pas les termes de narratif. C'est un anglicisme comme exactement ce que tu as dit, et voilà. Et oui, alors pour renforcer justement, j'avais noté, tu dis que le dialogue devra passer par les Arabes israéliens. Alors pour ceux de nos amis qui sont loin et qui risquent de se perdre entre les Abbas, il y a en fait le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, mais il y a aussi Abbas Mansour, qui dirige l'un des partis arabes qui s'est détaché de ce qu'on appelait la liste arabe unifiée et qui est le parti sur lequel ceux qui pensent former un gouvernement pensent s'appuyer de l'intérieur ou de l'extérieur pour pouvoir avoir les 61 députés ou les 61 votes, en tout cas une majorité qui permettrait d'avoir un gouvernement. Et donc dans ce livre, l'un des derniers chapitres sur lequel on reviendra, qui s'appelle « Penser l'impensable », à la page 211, tu écris effectivement une enquête de 2019 traduit en chiffres le double ou multiple patriotisme des Arabes israéliens, invités à définir leur identité. 13% s'identifiaient
comme Palestiniens, 13%, 9,5% comme Israéliens, 18% comme Arabes, alors que 36% se définissaient selon leur religion. Est-ce que le conflit qui nous oppose aux Palestiniens n'a-t-il pas changé de nature en passant d'un conflit territorial à un conflit religieux? Absolument, absolument. Je ne sais pas dans quelle mesure il a passé, mais c'est un vieux truc, n'est-ce pas? Le grand moufti, ce fameux moufti de Jérusalem qui a tout fichu en l'air, hein, c'est le premier qui a commencé à changer un conflit nationaliste et territorial en religieux. Et à partir du moment où la religion apparaît d'un point de vue négatif, à ce moment-là, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, les Arabes, et j'interpelle justement un interlocuteur arabe palestinien que j'ai inventé, Ibrahim, je dis Ibrahim, mais pourquoi est-ce que vous clamez que Al-Aqsa est en danger, que la mosquée est en danger? La mosquée n'est pas en danger. Or, on a bien vu il y a 15 jours, tout est parti de la mosquée, enfin pas tout, mais principalement. Et à partir du moment-là, vous avez l'élément religieux, hein, eh bien, il est extrêmement difficile de trouver une solution. C'est la question du fameux partenaire dont la droite israélienne nous dit souvent on ne peut pas discuter parce qu'il n'y a pas de partenaire, ce qui rend les choses impossibles. Non, le partenaire, bon, d'abord le partenaire qui rendait les choses impossibles, tout au début, il était laïque. Du moins, il se prétendait laïque. Mais lui-même s'est rendu compte que la laïcité, ça ne collait pas. Et par conséquent, il s'est transformé en religieux. Alors, le Hamas, lui, est fanatiquement religieux, mais le reste de la population arabe, dans sa grande majorité, est religieuse. Et elle se laisse influencer par ces slogans qui sont des appels. Alors, Israël doit garder, bien sûr, la mosquée ouverte. Lorsqu'il y a des désordres sur l'esplanade, je m'excuse, je lis l'esplanade du Temple, alors que tous les journaux français vous parleront de l'esplanade des mosquées. Non, c'est l'esplanade du Temple. Alors, sur l'esplanade du Temple, lorsqu'il y a des mouvements qui ne sont pas des mouvements de foule, mais qui sont des mouvements de violence et qu'Israël intervient, alors à ce moment-là, on dit que les soldats israéliens, les sauvages israéliens empêchent les Palestiniens de venir prier à la mosquée. Alors qu'en vérité, lorsqu'on regarde, bon, on parle de statu quo, mais le statu quo, c'est les Palestiniens eux-mêmes qui l'ont violé. Les Israéliens n'ont pas porté atteinte, les Israéliens ne portent pas aujourd'hui atteinte au statu quo de la mosquée. Ce sont le WAF, cette mosquée nouvelle avec je ne sais pas combien de dizaines de milliers de places qui ont été creusées dans le sous-sol de la mosquée sans tenir compte absolument du passé, juif qui est d'ailleurs nié. Lorsque Arafat en 2000 était à Camp David, et il a dit carrément à Clinton, mais il n'y a jamais eu de temple à Jérusalem. Ça fait partie du narratif. Il n'y a pas eu de temple juif à Jérusalem. Alors, vous pouvez leur montrer un certain nombre d'éléments archéologiques, etc. Bon, ceux qui continuent à prétendre qu'il n'y a pas eu de Jérusalem juive, eh bien, ils continueront leur narratif, et vous ne changerez rien. Oui, effectivement. Et dans un autre, alors je ne sais pas si c'était le même jour, mais Arafat avait dit que le temple des Juifs était au Yémen. Donc, qui est effectivement
une notion, une connaissance que nous n'avions pas et que, enfin, on n'a pas encore retrouvé les traces archéologiques de ce bâtiment. Alors, il y a j'allais dire, un personnage qui était souvent cité dans ton livre et qui revient. Mais avant cela, je voulais parler d'un groupe humain plus que d'un personnage, qui sont les croisés. Tu reviens beaucoup parce qu'évidemment, d'abord dans ce fameux narratif palestinien, eh bien, les Juifs d'aujourd'hui sont considérés comme des croisés, c'est-à-dire comme des gens de l'extérieur, des venus coloniser la terre des Cananéens, donc des Palestiniens, dont nous rappelons que le nom vient de Philistins, qui étaient des peuples de la mer, qui étaient situés entre Gaza et Ashkelon. Tu t'es longtemps occupé de dialogue et de rapprochement avec le monde chrétien. Tu rappelles que la relation n'a pas toujours été simple avec le monde chrétien, que cela nous a coûté beaucoup de victimes, nous, peuple juif. Et en même temps, comme toujours, s'il y avait besoin de le dire, je le dis maintenant, quand on connaît Jaco Grunewald, on sait que ses livres sont traversés évidemment par beaucoup de connaissances, beaucoup de profondeur, mais en même temps beaucoup d'humour. Et c'est ce qui à la fois permet peut-être d'aborder des sujets graves de manière peut-être un petit peu plus simple. Et donc à la page 107 de ton livre, tu dis la chose suivante: les musulmans ont une très mauvaise opinion des croisés. De la part du Hamas et de quelques autres, l'ingratitude me paraît flagrante. Les croisés ont quand même su réduire à presque rien la présence juive en Eretz Israël, hormis les Assyriens et Nabucodonosor qui, lui, les avaient déportés jusque chez lui. Personne n'avait jamais supprimé les Juifs dans leur pays. Et donc, à la fois, évidemment, on s'adresse au Hamas et aux différents partis djihad islamiques, etc. Mais en même temps, les choses sont dites en ce qui concerne les croisés, le monde chrétien qui a fait, j'allais dire, tchouva, si tu me permets l'expression, à travers un certain nombre de déclarations comme Nostra Aetate, etc. Est-ce que tu penses que du point de vue des musulmans, une telle tchouva serait possible? Je dis en tout cas à la fin de mon livre, je dis à la fin de mon livre que ce que tu appelles la tchouva, la tchouva chrétienne devrait est exemplaire dans la mesure où elle s'est produite après tant et tant de malheurs et tant de tragédies, hein, et que cela pourrait inspirer, ça c'est mon espoir, n'est-ce pas, une teshuvah qui serait une teshuvah palestinienne, une teshuvah musulmane. Les rapports avec l'islam étaient de façon générale bien moins meurtriers qu'avec le monde chrétien. Mais ce que je voudrais dire, si tu me permets, c'est que ces croisades qui ont été quelque chose d'horrible, pas seulement d'ailleurs contre les Juifs, hein, c'était horrible. Le sang qui a coulé à Jérusalem, le sang qui a coulé avant que les croisés arrivent à Jérusalem. Et les Juifs massacrés dans la vallée du Rhin par les croisés, première croisade, deuxième croisade, hein, et 10 000 Juifs massacrés ainsi, et communauté principale entièrement détruite. C'est à ce moment-là que l'idée est venue, hein, et que l'on cesse simplement de parler du retour à Jérusalem et en Eretz Israël dans les prières, mais que peut-être, entre guillemets, une croisade juive, une croisade qui n'est pas une croisade, d'autant plus qu'il n'y avait pas de juifs armés, puis c'était impossible de réunir des poules, mais qu'il y a un mouvement d'Aliyah qui se produise et que grâce à cet Aliyah, eh bien, le Messie
pourrait arriver en Israël. Au lieu d'attendre que le Messie arrive et que nous suivions, eh bien, à ce moment-là, nous précédons le Messie, nous lui disons, sois le bienvenu, nous sommes là. Et c'est ainsi que, depuis le Moyen-Âge, il y a eu un sionisme. C'est un véritable sionisme. Alors, je sais très bien que le terme vient d'après, etc., etc. Mais si le sionisme n'avait pas été fécondé par une alia qui était une alia messianique, dont nous avons vu l'ampleur, et je parle de cette ampleur, elle est réelle, même si elle n'a pas été constante, même s'il y a eu des allées et bien des retours et des départs et des maladies et des tremblements de terre et tout ce qu'on voudra, et la soif et le déni des autres, eh bien cette alia a toujours existé. Et je regrette qu'on ait forgé le terme de première alia, deuxième alia, pour parler des aliotes du 19e siècle. Bon, je sais très bien, c'était des aliotes différentes. Mais si, dans l'histoire, les gens avaient eu l'impression qu'elle avait eu la connaissance de ces aliotes qui ont eu lieu avant, et qui montraient quel était l'attachement des Juifs à leur terre, des Béné Israël, des Bané Israël, dont parle le Coran, à leur terre, eh bien, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Effectivement, c'est aussi un élément intéressant, alors avec un sourire. Donc, quand je l'ai lu, donc je voudrais en faire profiter nos auditeurs, spectateurs, je crois qu'on peut même dire. Et à la page 142, de manière générale, les historiens et autres politologues font remonter le sionisme à la fondation par Léo Pinsker en Russie des Amants de Sion ou à la publication de son auto-émancipation en réaction au pogrom de 1880-1881 et à la législation antisémite, qui sanctionnait les Juifs pour les avoir subis. Selon la terminologie en usage, la première alia en 1882 désigne le débarquement à Yafo, à Jaffa, de 15 garçons et d'une jeune fille, membres du Bilou. Voilà, donc c'est ça la première alia, c'est ces 15 garçons et une jeune fille, donc 16 personnes qui vont écrire une nouvelle page d'un très vieux livre. Et effectivement, comme tu l'as dit, alors que le sionisme a été un mouvement permanent, et tu le cites dans ton livre, on voit l'alia des différents des rabbins de France et d'Angleterre et des différents groupes que tu cites, y compris l'arrivée de Juifs du Yémen à la fin du 19e siècle, etc., etc. Alors, tout à l'heure, tu as cité un terme qui est aussi très présent dans ton livre. Tu y fais référence en citant un faux d'abord, Shabbatai Tzvi, mais sur cette présence de cette espérance messianique. C'est une critique qu'on fait souvent à certains Israéliens d'aujourd'hui, en leur disant que c'est des doux rêveurs, que ce sont des messianistes, dans le sens où ils veulent rétablir le troisième temple. Et pour ça, c'est là où peut-être c'est une réponse à ce que tu disais tout à l'heure, eh bien, il faut détruire les mosquées qu'il y a en place, alors qu'à ma connaissance, aucun parti politique israélien, même ceux d'extrême droite ou de droite extrême, ne parle de cela et ne parle du fait qu'il va rétablir le troisième temple et exterminer tous ceux qui sont actuellement sur l'esplanade du temple ou l'esplanade des mosquées. Alors, cette présence du Messie, qui est à la fois du Mashiach, comme on l'appelle, est-ce que c'est quelque chose qui est un narratif contre l'autre, c'est-à-dire il y aurait le narratif palestinien, et d'ailleurs je dis toujours, c'est très intéressant que le bon Dieu, qui a sûrement beaucoup d'humour, qu'il a dû emprunter aux Juifs de Strasbourg, dit aux Juifs qu'il faut retourner en Eretz Kenaan. S'il avait appelé Eretz Israël, peut-être qu'on se serait enlevé une partie des problèmes, mais on retourne en Eretz Kenaan, la terre de Canaan. Alors, cette présence du Messie, c'est quelque chose qui est aujourd'hui réservé à de doux rêveurs ou au contraire à des politiques qui risquent de mettre définitivement le feu aux poudres? Le Messie, d'abord, il faut toujours le rappeler, lorsqu'on parle du Messie dans la Bible,
il n'a rien à voir. Mashuach, n'est-ce pas, le fait de oindre un objet, de oindre un personnage. Et Cyrus, lui aussi, a été qualifié de Messie par Isaïe. Le Messie, c'est quelque chose de merveilleux. Ça a permis aux Juifs de ne pas perdre espoir. Il faut se rendre compte ce qu'était le passé juif. C'était quelque chose d'absolument terrible, d'horrible. Ils étaient chassés d'un pays à l'autre, ils étaient chassés, ils étaient brûlés, ils étaient torturés, on voulait les convertir de force. Enfin, vous connaissez cette histoire, je ne vais pas rentrer. S'il n'y avait pas eu l'espoir messianique, combien aurait tenu le coup? Alors il y a eu cet espoir messianique. Mais d'un autre côté, cet espoir messianique en ce qui concerne Eretz Israël, il a causé beaucoup de malheur. Parce que si grâce à ces gens-là, qui sont montés pour le Messie, pour rencontrer le Messie, pour susciter la venue du Messie, si grâce à ces gens-là, l'idée sioniste a fini par triompher, il se trouve que pour eux-mêmes, compte tenu des conditions qui étaient celles dans le pays, c'était une véritable catastrophe. Le Messie, nous y croyons. Nous croyons dans une rédemption qui viendra un jour, je ne sais pas quand. Et nous savons très bien que pour Maïmonide, pour d'autres, il n'y aura pas de différence essentielle entre le monde messianique et le monde tel qu'il est aujourd'hui, sinon qu'il n'y aura plus de guerre. Qu'il n'y aura plus de guerre. Bon, c'est absolument, et qu'Israël ne sera plus soumis aux nations. Bon, c'est absolument essentiel. Mais qu'aujourd'hui, dans la Médina d'Israël, et qui est un pays armé, fort, économiquement puissant, les gens disent, nous attendons le Messie. Non, nous n'avons pas à attendre le Messie. Nous avons à travailler pour que les guerres cessent. C'est ça qui nous est demandé. Pas de crier et de chanter aïe, 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 Mashiach, Mashiach, Mashiach. Non, il faut absolument s'opposer. Il faut absolument s'opposer. Lorsque je vais à une bar mitzvah et que j'entends les sermons qui sont prononcés et que ces sermons se terminent chaque fois avec la Geoula, voilà, la délivrance est là, la délivrance approche, etc. Non, ce n'est pas notre problème, ça c'est le problème du bon Dieu. Et notre problème, c'est de faire ce que nous attendons du bon Dieu. Ou ce que le bon Dieu attend de nous. Pardon? Ou ce que le bon Dieu attend de nous. Ben voilà. Très bien. Alors, un des chapitres de ton livre parle de la Nakba. Et d'ailleurs, tu apportes une information intéressante. Je ne suis pas sûr que tous nos amis ici soient au courant de cela. La Nakba, c'est ce que l'on appelle donc le malheur, la catastrophe. On pourrait presque dire, si on traduisait ça dans un langage plus connu aujourd'hui, ce serait la Shoah. On emploie évidemment les mêmes termes. Donc, ce serait, quand tu parles de la Nakba, tu dis il était pollué dès l'origine, le terme de Nakba, il était pollué dès l'origine parce qu'il existe bien d'autres expressions en arabe pour signifier le malheur ou une catastrophe. Nakba est le terme spécifique donné au transfert en 1920 des Arabes du Liban passant sous mandat français et des Syriens du Sud soumis à l'autorité anglaise. En transvestissant par ce nom l'exode arabe de 47-48, on faisait de la renaissance d'Israël un acte colonial, pareil à celui des Anglais et des Français qui, 3 décennies plus tôt, transféraient les populations de la région au gré de leur mandat. Et donc, ce que tu dis un petit peu plus loin dans le livre, et ça c'est quelque chose qui est peut-être à contrario de ce que disent la quasi-totalité beaucoup d'historiens en droit, et en particulier certains historiens de l'université de Tel Aviv, il n'y a pas eu pour autant de politique d'expulsion. Il y avait un plan d'expulsion visant certaines localités en Galilée,
mais il n'a jamais été mis en œuvre. Et tu parles effectivement du massacre qui a été reconnu par Israël de Deir Yassin, de ce village où effectivement des groupes un peu extrémistes se sont un peu vantés, d'après ce que tu dis, ont augmenté le nombre de morts. Effectivement, il y a eu un problème, il a de suite été reconnu. Alors, la Nakba, ce n'était pas un projet du gouvernement de l'époque, enfin en tout cas des autorités israéliennes pour se débarrasser des Palestiniens. Ça fait aussi partie du narratif. Non, la Nakba a commencé bien avant. Elle a commencé par une guerre civile. Une guerre civile avant le départ des Anglais. Une guerre civile qui est venue de la part des pays alentours. Ne parlait pas encore de Palestiniens, mais pour eux, la présence, l'idée d'un État juif leur était absolument insupportable. Alors, dès que mais je ne vais pas remonter dans l'histoire, mais disons, en tout cas, tout le monde sait ce qui s'est passé en 1948, le jour où l'État d'Israël a été proclamé, eh bien, ce jour même, vous avez 5 armées arabes qui sont arrivées, et que tout le monde était absolument persuadé. Les stratèges militaires étaient persuadés qu'Israël était fichu. Et bon, Israël, Dieu merci, a résisté, a perdu 1% de sa population. Je cite également le chiffre effrayant de tous les rescapés de la Shoah qui ont combattu et qui sont tombés au combat. Bon, mais cette Nakba a été préparée par une guerre civile. Ça tirait de partout en Eretz Israël, ça tirait sur les autobus, ça tirait sur les voitures, ça tirait dans des mouvements d'insurrection. Et ensuite, bon, Israël a remporté la guerre de 48. Et alors, on nous parle de la Nakba. On nous parle de la Nakba en disant, vous avez chassé les Arabes. J'ai dit, on n'a pas chassé les Arabes. Bon, peut-être, il y a eu des moments où des terres, des endroits où les Arabes ont été chassés. Mais c'est une réponse à la guerre civile qui avait déjà été déclenchée. C'était à ce moment-là, eux ou nous. Il n'y avait pas le choix. Eux ou nous. C'est eux qui voulaient que nous soyons chassés du pays. Bon, il y a eu des exceptions, bien sûr. Eh bien, à ce moment-là, c'était eux ou nous. Et à ce moment-là, bon, il y a eu cet exode. Cet exode qui, qu'on le veuille ou non, a été encouragé. A été encouragé par l'extérieur. Bon. Et ensuite, on dit aux Israéliens, mais vous avez empêché les Palestiniens de revenir. Mais vous avez empêché qui? Vous avez empêché des gens à qui on en a distillé la haine d'Israël de revenir. De revenir pour quoi faire? Pour se joindre à tous ceux qui n'avaient qu'un seul but, c'était de massacrer les Israéliens. C'est pour ça que la Nekba, avec tous les malheurs qui ont eu lieu, cette Nekba s'inscrit avec la légende qui l'accompagne, avec les légendes qui les accompagnent, s'inscrit exactement dans le narratif palestinien. Est-ce que cela est, encore une fois, je regarde en même temps les questions que l'on pose. J'ai réouvert la possibilité j'ai rouvert les micros si certains d'entre vous veulent poser des questions. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro tout seul maintenant, mais je vois que Michel, Bonsoir. un instant Oui. à la fois. Un instant. Michel, juste, je cite une question qui est sur le côté. La haine du juif est telle que toute référence au passé dont il pourrait faire partie et sur lequel nous fonderons notre appartenance à Israël est niée et annihilée. C'est ce que dit Michel. Alors que ton livre est porteur d'espoir, ça veut dire c'est pas que la situation est définitivement bloquée. En tout cas, c'est pas comme ça que je l'ai lu. La question, c'est comment on va pouvoir dépasser cela pour arriver
un jour à une résolution, si cela est possible, du conflit? Je pense, j'ai fait une allusion tout à l'heure, et je pense aux Arabes israéliens. Et je pense que c'est très important. Je pense que vous avez quand même, j'ai dit la moitié de 20 000, vous avez 10 000, vous avez 10 000 Arabes israéliens qui, eux, bon, se considèrent comme des Israéliens. Ils se rendent compte que l'État d'Israël n'est pas ce qu'on en dit à l'extérieur. D'un autre côté, on n'a pas suffisamment fait pour venir à la rencontre de ces Arabes israéliens. Ça, c'est un problème. Le deuxième problème est que nous avons une politique qui nous avons eu une politique qui ne voulait pas le État d'Abbas, de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas est l'un de ceux qui sont porteurs du narratif palestinien. Donc, par conséquent, nous avons ici un problème sérieux. Mais j'ai dit tout à l'heure que jusqu'à maintenant, tous les plans de paix qui ont été proposés à l'autorité palestinienne, tous ces plans de paix ont été rejetés. Mais est-ce qu'on a fait suffisamment d'efforts de notre côté, en tenant compte également du prix qu'il faudra payer? Quel est le prix qu'il va falloir payer? Est-ce que la solution est celui de deux États? Mais nous sommes arrivés à un imbroglio tel que les deux États, ça présente de mille difficultés. On a loupé le coche. Je pense que les Arabes ont loupé le coche. Nous aussi, dans une certaine mesure, on a loupé le coche. Et il faudra bien qu'on se décide à savoir ce qu'on veut. Imaginez un pays qui serait binational, la grande Palestine, binationale. Nous savons très bien que cela pose tous les problèmes qui n'ont pas été résolus dans des différentes régions du monde par le passé et tout près de nous par le Liban. Bon, même si le Liban a d'autres problèmes encore. Bien. Mais est-ce qu'il ne serait pas possible, à l'exemple des Gouchim, de ces espèces d'autorités locales qui existent, d'imaginer, puisque l'autorité palestinienne existe, et que cette autorité palestinienne est pratiquement un État palestinien, qu'autour de cet État palestinien puissent se former des Gouchim après des élections. Parce que finalement, si on proposait aux Palestiniens des élections réelles, où Israël pourrait également faire des propositions, où il n'y aurait pas seulement le Hamas qui, sans doute dans l'atmosphère actuelle, l'emporterait. Et nous savons très bien que le malheur qui est né il y a 15 jours a pour origine notamment le fait que Mahmoud Abbas a tout à coup annulé les élections. J'ai rapporté dans mon livre en 2016, c'est le Hamas déjà qui l'avait emporté. Mais il n'y a pas véritablement eu, d'après tous les spécialistes, une étude sérieuse, des études sérieuses pour voir comment on peut nous faire ce qui est nécessaire auprès des Palestiniens et pas seulement du côté d'Abu Dhabi, pour tenter d'arriver, disons, de franchir les premiers échelons pour une solution.
Très bien, merci. Alors, quelqu'un tout à l'heure voulait poser une question, donc c'est le moment. Je ne sais pas qui c'était. J'ose plus. Oui, Ou elle a eu une réponse à sa question. non, non. Et bonsoir, non, je n'ai pas eu de réponse à ma question, mais je voudrais intervenir et voir si je comprends bien Monsieur Greenball. Et, vous parlez de, Jean-Charles, tu dis que le livre de Monsieur Greenball est un livre qui donne espoir, mais j'ai l'impression que Monsieur Greenball se contredit parce que euh, notre histoire était toujours était un espoir. On nous a donné une terre qu'il fallait acquérir. On voulait acquérir un État. On voulait, si on attend le Messie, et c'est une manière très optimiste de l'espoir et de continuer. Donc, Mais voyez-vous, ce Guiban, vous dites que c'est nous n'avons pas eu seulement l'espoir d'un État. Nous comment? avons réalisé, pas nous, moi personnellement, non, mais tant de gens ont travaillé et ont réussi à faire d'Israël un État fantastique. Oui, Fantastique. justement. Mais vous êtes gêné quand des gens chantent de vouloir la Géoula, c'est aussi une manière d'espérer, c'est des forces, c'est comme d'autres chants ou d'autres poètes qui sont inscrits. C'est de vouloir la Géoula, c'est pas tellement négatif. Au contraire, c'est encore une manière d'espérer et de continuer. Et vous parlez de louper le coche. Je pense que Israël et le peuple juif a fait d'énormes efforts pour essayer d'arriver à une solution. Et Gush Katif a été rendu, des Juifs ont été expulsés de notre terre, de notre pays. Sderot vit plus de 20 ans sous les tirs et les jeunes enfants sont tous surveillés par des psychiatres et pédiatres, etc. Et toutes les guerres que nous avons eues toutes ces années, tous les efforts, je pense qu'il ne faut pas faire une symétrie de se louper le coche. Le peuple juif d'Israël a fait tous les efforts pour, au contraire, essayer d'arriver à une solution. Et une solution que je Oui, voyez-vous, je ne crois pas à un deuxième État. Les États arabes ont 21 pays et je ne vois pas pourquoi encore Israël, ce petit État, devrait encore partager ses terrains. On va laisser oui, Jaco répondre. Il faut quand même se rappeler qu'Israël, premièrement, Israël est fidèle à ses engagements. Or, il est arrivé qu'en 1947, dans les conditions qui étaient des conditions très particulières, Israël a permis à l'ONU de décider de son avenir. Sans doute, si elle l'avait refusé, ça aurait été très grave. Et nous savons la joie qui a été celle des Israéliens après la décision de partage. Bon. Alors, il y a eu une décision de principe que cette terre serait partagée. Le refus est venu du côté arabe. Et ce refus a fait que nous sommes dans l'imbroglio tel qu'il est aujourd'hui. La constance du refus arabe, alors qu'ils avaient mille occasions de commencer de créer un État dans ce qu'on a appelé la Cisjordanie, Yehuda et Shomron, qui était occupé par la Jordanie. N'est-ce pas? Bon, encore une fois, les Arabes ont fait toutes les erreurs possibles. Le problème est de savoir ce que nous faisons aujourd'hui. Vous me dites, nous faisons tous les efforts possibles. Non, nous ne faisons pas tous les efforts possibles. Nous savons, il y a une discussion dans les pays. Je ne vous dis pas, qui a raison, qui a tort.
Mais il y a une discussion dans le pays qui dit pourquoi est-ce que finalement on a soutenu le Hamas. On a soutenu le Hamas, pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu d'accord avec Mahmoud Abbas. Alors, bon, c'est l'un des exemples, c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui. Mais je suis et je reste absolument confiant. Je vois, j'ai dit, ce n'est pas une plaisanterie, mais j'ai dit à la fin de mon livre, je ne sais pas quand il y aura un accord, mais je sais où cet accord sera signé. Cet accord sera signé dans une chambre d'hôpital où les médecins arabes et les médecins juifs travaillent ensemble, les infirmières et les infirmiers juifs et arabes travaillent ensemble, qui s'occupent indifféremment des juifs et des arabes, mais ils voient dans cette chambre d'hôpital tous les malheurs qui se sont produits. Et eux ont la mission de guérir. Alors, je sais très bien, c'est pas sérieux. Il n'y aura pas de négociations à l'hôpital Hadassah. Je ne fais pas d'illusions. Mais pourquoi je dis cela? Je dis cela pour une idée, pour montrer que nous n'avons pas le droit de désespérer, que d'immenses progrès ont été réalisés. Il faut voir quelle était la mentalité des Arabes en 1948. Imaginez qu'aujourd'hui, 10% de leur population, de leurs descendants, que 10% de la population israélienne, qui est formée d'Arabes israéliens, demande à s'intégrer dans le pays, c'est un progrès fantastique. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou remarque? Profitez-en. Vous avez le micro. C'est Michel Sadia de Strasbourg. Oui, Michel. Il me semble qu'Israël ne montre pas assez ce dont vous venez de parler, à savoir le fait que les Israéliens et les Palestiniens travaillent ensemble pour sauver des vies et pour faire mille autres choses. Israël ne sait pas faire sa pub, parce que par rapport aux images qu'on voit des gens qui se tapent dessus, etc., ça, les Palestiniens savent très bien faire leur pub comme ça. Mais Israël ne sait pas montrer les côtés positifs des choses et à quel point les Arabes israéliens travaillent aux côtés des Israéliens. C'est-à-dire que les progrès qui ont été réalisés dans le pays, c'est le côté positif des choses. Les efforts qui sont faits par de multiples organisations, par des individus, par des associations, ce sont des progrès qui ont été réalisés. Je reproche à M. Netanyahou de n'avoir pas véritablement travaillé à proximité pour tenter d'arriver à des solutions de paix, mais il est certain également que les accords auxquels il est parvenu avec les pays du Golfe est un élément fondamental, parce que le monde arabe en tant que tel, malgré tout, a montré qu'il était capable de changer. Alors, il faut se rappeler que nous avons d'immenses semeurs, un nombre immense de semeurs de haine. Semeurs de haine qui sont en partie payés, qui sont en partie sous influence du narratif, qui sont sous influence des images dont vous parlez. Sûr. C'est pour ça qu'il faut montrer Cela fait partie des difficultés. Et pourtant, nous ne pouvons pas baisser les bras. Merci. Alors, il y a Alain Michel qui voulait parler. Oui, juste une petite remarque. Il y aurait trop de choses à dire. D'abord, félicitations pour le livre et bonsoir, Jaco. Mais je voudrais... J'ai un peu peur des historiens. Oui, ben c'est exact. Des choses comme je le pense, parce que je ne suis pas historien. Et c'est pour ça également qu'il y a mes notes d'humour. Et pour dire, je ne suis pas un académicien
vous pouvez couper un truc en deux, vous coupez en trois, en quatre. J'ai peut-être été inexact sur l'un des points de détail. Bon, mais vas-y. Mais justement, je veux parler de ça, mais d'un autre point de vue. Tu parles des narratifs et c'est extrêmement important. Mais on ne peut pas parler des narratifs sans comprendre que nous aussi, nous avons notre narratif qui n'est pas plus objectif que le narratif palestinien, mais qui s'appuie sur d'autres points et d'autres choses. C'est-à-dire que si on veut vraiment établir un vrai dialogue, il faut aussi que je comprenne comment se fait le narratif palestinien, mais également comment se fait le narratif juif. Je voudrais juste donner deux petits exemples. Le premier exemple, c'est pas les croisés qui ont vidé la terre d'Israël des Juifs. 90% des Juifs sont partis au cours du XIe siècle parce qu'il y a eu des terribles malheurs de tremblements de terre et de choses comme ça. Et la dernière yeshiva qui était en Eretz Israël est déjà passée en Syrie, à Damas, vers à peu près 30 ans avant l'arrivée des croisés. Donc bien sûr, il y avait encore des Juifs, les derniers Juifs ont été massacrés par les croisés, mais objectivement, il y a eu malheureusement d'autres choses qui ont contribué à vider cette terre. Un autre exemple, sur l'autre côté, on ne peut pas comprendre la crainte des Palestiniens par rapport à El-Aqsa sans se rappeler qu'en 1969, il y a un étudiant australien, si je me rappelle bien, qui a essayé de mettre le feu à la mosquée sur le mont du Temple et que ça a provoqué d'ailleurs des changements en ce qui concerne l'accès à l'intérieur de la mosquée. Et donc, chez les Palestiniens, c'est un événement extrêmement important parce que c'est la preuve qu'il y a des Juifs. Bon, c'est un Juif extrémiste, un petit peu fou, qui a essayé de faire ça, mais pour les Palestiniens, c'est la preuve qu'il y a vraiment des Juifs qui veulent détruire les mosquées. Donc, si on n'est pas capable de dialoguer avec eux en se rappelant que chez eux, ce souvenir est très important, alors que pour nous, il est passé dans les poubelles de l'histoire, alors on n'a pas de possibilité de dialoguer. C'est-à-dire, le dialogue, il ne peut se faire qu'à condition qu'on comprenne qu'on n'est jamais objectif, ni d'un côté ni de l'autre. Bon, nous ne sommes pas objectifs, ni d'un côté ni de l'autre, mais il n'y a pas de narratif, je pense, d'un autre côté, et qui interdit d'arriver à une solution. Alors, pour le passé, tu es historien, moi je ne le suis pas, mais j'ai lu les livres notamment de Madame Lipschitz-Shahak, et qui montre qui montre à partir des tombes qui ont été découvertes, n'est-ce pas, dans le pays, et qu'il y avait une présence juive réelle. Ceci dit, j'ai rappelé constamment quels étaient les malheurs qui frappaient cette terre, qui faisaient que les gens venaient, que les gens partaient, que les gens s'installaient ou à peine et puis étaient obligés de repartir, etc. Bon, là, nous avons des périodes de plusieurs siècles, donc je ne pense pas que ce soit entre nous, et surtout avec mes connaissances très fragmentaires en histoire, nous trouvions une solution. D'un autre côté, pour le deuxième exemple, là, je ne suis pas d'accord avec toi, parce que il y a eu plus grave. D'abord, il y a eu plus grave que ce fameux type qui a voulu mettre le feu, qui finalement a été catalogué à tort ou à raison, j'en sais rien, comme un fou. Il y a eu le complot, il y a eu un complot véritable, n'est-ce pas, qui a été désamorcé, où on a jugé ceux qui étaient responsables. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas aujourd'hui des types qui ne demandent qu'une seule chose, et c'est de mettre le feu à tout ce que vous voudrez. Hein? Bon, mais nous sommes capables d'assumer, nous sommes capables de juger, nous sommes capables de désavouer. Et je pense que ces gens-là sont profondément désavoués. Voilà. Et ça me paraît absolument essentiel. Merci. Alors, quelqu'un d'autre avait une question tout à l'heure? Non? Bon, très bien. Alors, Jaco, je voudrais encore une fois te remercier et
et s'il fallait, entre guillemets, une preuve que ce livre est porteur d'espoir, ce livre, tu le dédies, d'une part, tu marques à tes petits-enfants. Je pense que quand on investit et quand on dédie quelque chose à ses petits-enfants qui sont en Israël, dont je connais une partie, et même tes enfants, dont je connais aussi la plupart, je crois que c'est un signe d'espoir, de vie sur cette terre. Je pense que c'est une bonne chose. Et ce livre est aussi dédié à ce que tu appelles les deux Claude, euh, que j'ai bien connu, Claude Meyer et Claude Cadouche, qui étaient les créateurs de beaucoup de choses, en tout cas, mais tu cites l'association Negba, qui est toujours active aujourd'hui en Israël, dans un certain nombre de villes, et tu écris: aujourd'hui, des centaines d'enfants de Negba bâtissent leur avenir et l'avenir d'Israël. Donc c'est pour clairement qu'il y a un espoir qu'un jour, on sortira de ces situations conflictuelles. Jaco, je te laisse la parole pour conclure et je la reprendrai après pour donner rendez-vous à nos amis à d'autres événements. Oui. Non, bon, pour conclure, c'est d'abord pour te remercier. C'est pour remercier les gens qui m'ont écouté, qui m'écoutent. Pour remercier également les messages que j'ai reçus, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de la part de particuliers de l'apparition de ce livre. Pour certains, ce livre est un livre important. Ce que je regrette simplement, si je dois conclure, c'est le peu d'attention que lui ont prêté les organisations juives, alors que le titre était annoncé et que nous savons très bien qu'on prétend que cette terre ne nous appartient pas et que c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un et qui, par le passé, a quand même donné ses preuves. Et j'aurais pu attendre de la part des différentes institutions, des différents mouvements existants ici, qu'ils fassent au moins l'effort, alors que le livre n'est pas en librairie, de façon générale, parce que la Corona également interdisait que je sorte ce livre en librairie, que j'aurais pu attendre de leur part un peu de sympathie et un certain effort pour faire connaître ce livre que je n'ai pas écrit pour ma gloire, que j'ai écrit véritablement parce que je pense que les gens, comme je l'ai dit au début, étaient déboussolés et qu'il fallait remettre les choses à l'endroit. En tout cas, merci beaucoup Jean-Charles, merci beaucoup à tous. Eh bien, écoute, c'est moi qui te remercie. Tu m'as volé, mais tu as tout à fait le droit, hein, c'est ton livre, tu m'as volé une partie de ma conclusion parce qu'effectivement, j'allais parler de cette question que les associations et les communautés n'ont pas peut-être suffisamment compris l'importance de ce livre et ne l'ont pas assez. Alors aujourd'hui, on fait beaucoup de Zoom. Nous, en Israël, grâce à Dieu, on va pouvoir refaire du présentiel massif, comme on dit, enfin, en tout cas du présentiel, et nous allons continuer, mais en tout cas, je pense effectivement. Et si je peux me permettre une suggestion, euh, euh, c'est que si tu t'adresses à Ibrahim, peut-être que ton livre, il faut le traduire en arabe. C'est-à-dire, Merci. il me paraît important de parler la langue de celui. C'est pour ça que si tu te rappelles, ma première question au début, c'était de savoir à qui on s'adresse. Alors, il faudrait le traduire évidemment en hébreu parce que je ne suis pas sûr que tous les jeunes, tu parlais des jeunes en particulier, donc c'est un sujet qui, Osei, nous intéresse beaucoup. Donc, il faudrait que les jeunes Israéliens puissent le lire en hébreu. Mais quand on s'adresse à Ibrahim, effectivement, le nom d'Ibrahim n'est pas neutre quand on connaît l'histoire d'Abraham, d'Ibrahim, etc., il est important aussi qu'ils puissent le lire en totalité ou en tout cas des extraits pour essayer encore une fois de faire entendre un message qui est un message de vérité. Les choses sont dites, j'allais dire sans concession. J'en ai lu quelques extraits, il y en a d'autres. Je n'allais pas tout vous lire, il faut que vous achetiez le livre. Mais et ce qui me paraît important, c'est que ce dialogue, en tout cas, soit là et soit important. Merci beaucoup. Oui, mais alors là Jean-Charles, je me permets, puisque tu me fais en de lire juste les premières lignes du chapitre 15. Je dis la page blanche. Comment pouvait-elle ne pas être cette première page d'un dernier chapitre qui, pour ne pas désespérer Biencourt,
se proposait de tracer avec les circonvolutions recuses et le flou en forme, lignée qui, au nom de la raison, pouvait conduire à l'une ou l'autre solution du conflit judéo-arabe. J'imaginais une lettre à mon ami palestinien. Je n'ai pas réalisé un travail d'orfèvre, m'excuserai-je, en imaginant sa réaction à mes écrits. Les élégantes arabesques de l'art, budéjar, plaiderai-je, sont absentes, esquissées en gros traits d'encre noire. Voilà ce que j'écrirai à Ibrahim, à mon ami Ibrahim, ainsi nommé au nom de notre ancêtre commun. Alors, je suis prêt à une édition spéciale arabe et qui serait beaucoup plus gentille que ce livre, mais il faut me trouver l'éditeur. Merci, Jean-Charles. Pourquoi Amazon? Amazon ne traduit pas en arabe? Non, je peux prendre Google, mais je ne suis pas sûr du résultat. Oui, c'est ça, il faut craindre le pire. En tout cas, merci beaucoup. Nous continuons notre balade à travers Kaléidoscope et la semaine prochaine, même jour le dimanche, même heure, mais peut-être à une date historique pour nous, en tout cas, c'est le 6 juin. Donc, quand on parle du rôle, tu en as cité tout à l'heure de la guerre de 67, le 6 juin, c'est une date importante. Et donc, c'est Kaline Ehrlich, qui va nous parler du kibbutz, une espèce en voie de réapparition. Donc, Kaline, qui est membre du kibbutz dont faisait partie Chameau et Fourmi. Si déjà on parle de Strasbourg, il est important de citer Chameau. Et pour nous, c'est très important. Donc, ça sera le rendez-vous pour la semaine prochaine. Et pour ceux qui habitent en Israël, je suis désolé pour les autres, on a décidé d'organiser ce que l'on a appelé un Shabbat Bagina, un Shabbat dans le jardin. Ce sera le Shabbat 19 juin à Jérusalem, dans le quartier de Baka et de la Moshava germanite. Eh bien, nous donnons rendez-vous à tous nos amis, nos membres, pour les pique-niquer ensemble et plus si affinités. Voilà, on a décidé que on allait passer maintenant à des activités qui nous permettent de nous revoir, de nous voir, de nous embrasser, de se serrer la main, des tas de choses que nous faisions sans nous rendre compte il y a 1 an et demi qui sont devenues maintenant des choses exceptionnelles. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Jaco. Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée. Et j'espère que, comme nous le souhaitons toujours, ce soir, nous avons encore un peu plus enrichi chacun d'entre nous nos connaissances. Achetez ce livre sur Amazon, achetez-le dans une librairie à Jérusalem, à vice-versa, ou à Tel Aviv, à la librairie du foyer. Lisez-le et peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui va le traduire bénévolement en arabe ou dans d'autres langues. Merci beaucoup, bonne semaine et à très bientôt. Faites attention à vous. Merci beaucoup.